C'est 23. Nouvelles technologies, univers numérique et innovation. Voici une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Bonjour et bienvenue à un nouvel épisode d'Une tasse de tech en compagnie d'Alain McKenna. Bonjour Pascal Forget. Qu'est-ce que c'est que ce bruit de satisfaction? C'est moi qui déguste une gorgée de ma tasse de tech, qui est vraiment plus une tasse de café, n'est-ce pas? Mais je profite de ce beau ciel bleu cette semaine pour relaxer. Si tu comprends ce que je veux dire. Moi aussi, j'ai une semaine relax et puis avec les élections américaines dont on ne parra pas cette semaine. Ben, presque moi, pas. c'est Pascal Forget. Je me suis pas nommé avec un podcast. Il faut se nommer régulièrement. On a tout un épisode chargé pour vous. On va remercier nos partenaires, TELUS et Plan Hub. On a oublié de les mentionner d'entrée de jeu lors du dernier épisode. Mm-hmm. Qu'est-ce qu'on va parler de? Ah, man. On a une grosse semaine. Je parlais de ciel bleu parce qu'on va parler de Blue Sky. Blue Sky, voilà. C'est la grosse affaire de la semaine. Et j'aime beaucoup la réaction des gens qui ont raté la première vague d'adoption de Blue Sky de la semaine. Oh, tu sais, l'espèce de faux snob, là. Faux snob. De toute façon, c'est le prochain thread, là, tout le monde sait ça. C'est pas grave. C'est juste un réseau social. On va parler de la nouvelle option pour magasiner pas cher. On va aussi trouver comment retrouver plus facilement ces appareils. Imagine-toi donc, Pascal, qu'on va parler d'intelligence artificielle. Regardons ça. On va parler de jeux vidéo pour enfants. Il y a des gros points d'exclamation, des gros signaux d'alerte là, autour de ça en ce moment. On va parler d'une tablette Android qui, sérieusement, avec le vendredi fou qui s'en vient, est à considérer si vous voulez acheter une tablette tout court, qui n'est pas un iPad sinon, et qui est une tablette Android ensuite, qui est un peu plus axée sur la productivité qu'on pourrait le penser, malgré toutes les limites d'Android à ce sujet-là. Et d'un petit accessoire pour enfants, si je ne me trompe pas, Pascal, une caméra pour bébé. Voilà. Caméra pour bébé avec l'intelligence artificielle dedans, on s'en sort pas, Alain. On aimerait ça ne pas en parler. C'est une bonne idée de laisser une intelligence artificielle avoir un œil sur bébé, mais bon, bref, on en parlera tantôt. Mais commençons par cet écran, ce téléviseur qui, si je ne me trompe pas, s'étire de 50%. Oui, qu'est-ce qui se passe avec ça? C'est quelque chose dont on rêve depuis un moment. Je suis dans ma drôle de construction de phrase. Je ne sais pas ce qui arrive ce matin. En mode un écran qui s'étire bientôt peut-être dans un appareil près de chez vous. C'est un LG qui propose un écran de 12 pouces qu'on peut étirer jusqu'à 18 pouces, de 50%. C'est pas le premier écran qui s'étire, mais le premier qui s'étirerait de 50%. On peut l'étirer jusqu'à 10 000 fois comme ça. Fait que c'est pas éternel, ça va à un moment donné marquer son usure. La résolution est aussi pas extraordinaire. On parle de 100 pixels par pouce. La plupart des tablettes, c'est 300 L'idéal, pixels par 300, pouce. ouais, c'est ça. Autour de ça, après c'est difficile à distinguer à l'œil nu, à moins de regarder de très très près ou attentivement. Donc, c'est pas un écran qui est destiné à remplacer dans les appareils en général, mais ça pourrait servir, comme l'écran s'étire et s'applique sur des surfaces irrégulières, pourrait servir pour, moi je pense à des jouets, des emballages qui auraient des affichages, le fun, des publicités, des vêtements aussi. On pourrait avoir un écran comme ça qui serait flexible, qui pourrait afficher de l'information. C'est assez 100 pixels par pouce là, pour afficher du texte grossièrement là, très lisible, sans problème. Sauf que c'est peut-être pas pour lire attentivement, encore une fois, remplacer. Pas de la vidéo haute résolution, c'est juste ça. C'est pas ce qu'on veut avec ce type d'écran-là. Exact. Même si ce serait possible de diffuser de la vidéo sur des vêtements ou des trucs flexibles. Fait que j'ai bien hâte de voir. Encore une fois, ce serait c'est toujours une première génération. Ce qui va être dans le commerce, sous quelle forme, on va le voir bientôt. Ouais. Surveillez ça dans un écran près de chez vous. Ben, si vous vous demandez c'est quoi ce besoin de l'industrie de pousser des écrans souples et des trucs pliables, c'est que le concept, le fantasme, ça fait au moins 10 ans que ça existe, c'est dans les airs, là, cette espèce d'écran enroulable. Imaginez un téléphone qu'on tire sur l'écran et que là, pouf, on a une tablette qui est vraiment 3 ou 4 fois la dimension du téléphone original. Je pense que c'est Philips qui avait ça comme prototype il y a comme au moins une dizaine d'années, puis ça a vraiment fait rêver, ça a marqué l'industrie. C'est pas pour rien si les téléphones qui se plient en 3 là, sont perçus comme une grosse innovation cette année, c'est qu'on veut tous aller vers ça, ces écrans extensibles. Donc ça s'en vient. Il y a eu une mise à jour mineure du côté d'Apple sur 2 logiciels qui, moi, me font toujours baver de jalousie envers les gens qui savent les utiliser comme du monde. Final Cut Pro et Logic Pro.
Final Cut Pro, c'est l'éditeur vidéo, l'outil de montage vidéo professionnel d'Apple. Logic Pro, c'est l'outil pour créer des pistes sonores, de la musique, de plein d'affaires. Sur iPad et macOS, Logic Pro, je vous dis, c'est drôle, j'ai regardé la conférence. Ce que j'ai compris, c'est que Peter Gabriel allait être très, très heureux de la mise à jour de Logic Pro. Donc, si vous aimez ce genre de musique que fait M. Gabriel, l'ancien chanteur de Genesis, ça va peut-être vous intéresser aussi. La grosse nouveauté, c'est qu'on a acheté, en fait, du côté d'Apple, une compagnie qui créait des outils pour reproduire l'effet sonore de matériel de studio au début de la musique électronique. Ça sonne un peu, ça sonne un peu cacane, je sais pas comment dire ça. Une espèce d'effet de réverbération un peu métallisé qui était à l'époque irritant, mais qui est devenu une espèce de signature auditive, audio, en tout cas de sonore de la musique d'une autre époque. Et là, on a ajouté ça, l'équivalent numérique de ce qui était à l'époque strictement des grosses consoles que même, et il parlait de Peter Gabriel, il l'utilisait sur scène, lui. Donc, clairement, c'est quelque chose qui est assez populaire au niveau des gens très, très sérieux. Au niveau de Final Cut Pro 11, ça, c'est une grosse nouveauté parce qu'on était à 10 depuis jusqu'à là, en fait. On ajoute le sous-titrage d'instantané créé par l'IA. Ça semble extrêmement bien ficelé parce qu'on voit souvent ce qui est créé sur YouTube automatiquement et tout ça, c'est un peu, disons que c'est pas toujours top. Là, on dit que c'est vraiment extrêmement bien ficelé, qu'on est très près d'être à peu près 100% tout le temps exact sur ce qu'il dit, sauf moi parce que je marmonne tout le temps et ça, c'est pas facile à détecter. Et on ajoute, imaginez-vous donc, le support pour la vidéo spatiale. Whoopidou! On va pouvoir créer des vidéos en presque 3D pour des environnements comme celui du Vision Pro, le casque d'Apple. On va pouvoir aussi transcoder ou en tout cas traduire, transférer toutes les vidéos en 3D, en stéréoscopie plus classique, automatiquement vers la vidéo spatiale, donc pour que ça puisse être visionné sur un casque de réalité virtuelle comme celui d'Apple. Donc, à suivre, mais des belles petites nouveautés logicielles, c'est quand même des logiciels qui sont populaires au niveau des gens qui sont experts dans le domaine. Oui, la caractéristique qui m'a le plus accroché, c'est le masquage intelligent avec l'intelligence artificielle DaVinci Pro, la dernière version, offrait ça depuis peu, qui va permettre de, par exemple, tu veux flouter une personne, tu peux simplement dire, voici, prends ça, et ça va suivre la personne dans le mouvement, ce qui n'est pas toujours facile à faire, ce qui demande manuellement beaucoup de corrections avec l'intelligence artificielle. Ça détecte, OK, c'est cette personne-là que tu veux, ce véhicule-là, puis là, à partir de là, tu laisses... Ça c'est quelque chose... de faire gagner beaucoup de temps. Oui. Parce que l'autre époque, ça se faisait image par image. Hein? C'était comme écoute, c'était presque image par image avec la version gratuite. Parce que moi, en ce moment, j'utilise beaucoup DaVinci Resolve, qui est une version gratuite, qui est une version payante, qui a justement des options d'intelligence artificielle. Et puis, dans la version gratuite, tu peux le faire, mais c'est pas avec l'intelligence artificielle, avec la version gratuite encore. Et donc, tu as des corrections à faire à la main. Ça te fait quelque chose de brut, assez correct, mais pour avoir toute la finesse, des fois, ça prend plusieurs passes pour arriver à quelque chose de bien. Fait que là, le fait de le faire dans Final Cut Pro 11, je pense que ça va plaire aux gens. C'est juste sur Apple, par exemple? Oui, c'est iMac. Une autre plateforme. iPad mini, iMac, sur les Mac. Sur iPad mini, entre autres choses, que j'ai trouvé le fun, c'est une belle petite tablette. Mais oui, effectivement, ce serait évidemment les outils d'Apple. L'idée, c'est de vendre. C'était d'ailleurs, je vais arrêter après ça, mais Final Cut Pro 11, c'est le 25e anniversaire de Final Cut original qui était présenté sur scène par Steve Jobs, originalement en 1999. Donc, allez YouTuber la vidéo, c'est Steve Jobs qui parle très très vite. C'est vraiment pas sa meilleure présence sur scène, mais elle est quand même assez rigolote. As-tu du shopping à faire pour Noël, Alain? Certainement, il faut acheter des cadeaux et dans ce monde, il faut acheter sans arrêt, il faut acheter des cadeaux qu'on va consommer. Faut acheter des cadeaux, il faut acheter des bebelles. Il y a Amazon qui lance un concurrent à Temu et à Shein qui va permettre aux gens de satisfaire leur envie de shopping compulsif. C'est sur mobile seulement. Je trouve ça très frustrant, ce concept-là, de faire des courses uniquement dans ton téléphone. Tu peux pas magasiner à tête reposée avec un grand écran, mettre côte à côte, comparer des produits, ainsi de suite. Tu as juste ton écran de téléphone. Évidemment, c'est style Shein, style Temu, beaucoup de pop-up, beaucoup de promotions, beaucoup d'émojis, achat viral, chose du mois dernier acheté. 18 personnes l'ont acheté, dépêchez-vous. 18 personnes, c'est ça, là, ça pop, là, c'est très stressant. On veut nous inciter à acheter plus. Évidemment, c'est le même type de marchandises que sur Temu, en tout cas de ma brève expérience désagréable avec Temu, des articles de lingerie, des bijoux, des petits accessoires. Même si c'est Amazon All, pour l'instant, n'aurait pas d'avantage pour les membres Prime.
Ça aurait pu être un gros incitatif. Si t'as Prime, t'as peut-être quelque chose de bien. Et dans All, la livraison est gratuite à partir de 25 $. Et là, évidemment, là, dès que tu achètes quelque chose, là, t'as juste 5 $ de plus. Ta livraison est gratuite. T'es presque rendu. Là, t'es presque rendu. Là, c'est une drôle, mais il y a des gens, j'imagine, qui sont accros à ça, entre un billet de loterie et oui, je te confirme, il y a des gens qui sont accros à ça. Pas moi, là, j'en connais. Ah non, c'est sûr. Puis là, tu reçois quelque chose à la fin et il semble dire que, compte tenu du fait que c'est Amazon, tu as ta garantie de A à Z. Donc, si jamais tu n'es pas satisfait, tu devrais avoir un meilleur... On met de l'avant le fait que tu devrais avoir un meilleur service ou des produits de meilleure qualité que sur d'autres services comme et tu n'es pas espionné par le gouvernement chinois. Ouais. On le souhaite, en tout cas. Peut-être des passe-passe comme ça. Oui, monsieur. Je vais y aller avec une courte rafale de petites nouvelles. ChatGPT sur Windows est maintenant disponible gratuitement pour les gens qui veulent essayer l'outil, l'application native sur Windows sur leur PC. C'est réservé, ça a été lancé en octobre, donc peut-être pas tout le monde l'a vu passer, mais c'était réservé jusqu'ici aux abonnés de ChatGPT+. Donc ceux qui payaient pour avoir la version plus complète de l'outil d'OpenAI. Et là, on a une version pour Windows. Avec Copilot et Gemini et tout le kit, c'est sûr que OpenAI doit se dépêcher pour avoir assuré sa présence, parce que ça commence à être crowded, comme on dit en bon franglais, ce marché-là, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de chamaillage dans l'intelligence artificielle générative. Alors, vous pouvez l'essayer et comparer. Je vais vous dire ceci, c'est pas parfait. Non. Les humains sont pas parfaits, l'intelligence artificielle sera pas parfaite avant un grand moment, je crois. Oui, effectivement. Voilà. Et voilà. T'as le Pixel 9 Pro Fold, Alain? Oui, monsieur, que j'aime Brise pas l'écran. Brise pas l'écran. Okay. Brise pas l'écran principal parce que on peut remplacer beaucoup de pièces du téléphone sur iFixit. iFixit qui est un super site, le fun. Jamais vous avez un appareil qui a un bris quelconque. Allez sur iFixit, regardez, il y a beaucoup de tutoriels et compagnie. Le Pixel 9 Pro Fold coûte 2099 $, le prix canadien. Réparer l'écran extérieur, c'est pas si mal. Le kit pour le réparer coûte 234 $. L'écran intérieur, celui qui se déploie, qui est plus grand, 1480 $. Wow! Donc, on est aux 3/4 du prix du téléphone. Presque le prix d'un neuf, ben oui. Pour remplacer l'écran intérieur, évidemment, tu dois le faire toi-même. Tu vas payer 1488 $ si tu veux le kit de réparation complet. Ça, je trouve ça le fun. Pour 8 $ de plus, tu as tous les petites gommes, les petits trucs, les petits outils qui vont te permettre d'ouvrir le produit. Donc, c'est pas iFixit qui est chérant. C'est peut-être Google qui est chérant. C'est réparable, mais ça coûte un bras, ben oui, c'est ça. C'est réparable. Donc, c'est, comment on appelle ça? Il y a du greenwashing pour est-ce qu'on a du repair washing dans ce cas-ci? C'est réparable, mais ça va te coûter pratiquement le même prix que l'appareil pour remplacer ta pièce. Fait qu'achète-en un nouveau. Casse-toi pas la tête. Ou peut-être ne pas acheter à la base un téléphone si vous soupçonnez celui du genre à scratcher l'écran. T'achètes une Ferrari puis tu dis les pneus coûtent bien cher à remplacer. Les pneus d'hiver sur ma Ferrari, c'est ça? Ben oui, exactement. Je sais pas combien ça coûte, mais j'assume que ça coûte plus cher que sur un véhicule d'entrée de gamme. Exactement. Il y a eu une ronde de financement. On revient à l'intelligence artificielle un petit instant, Pascal, parce qu'il y a une ronde de financement qui s'est bouclée du côté de xAI, la start-up d'intelligence artificielle d'Elon Musk, qui vient de se boucler, donc qui évalue xAI, qui essentiellement, comme seule preuve d'existence à date, a lancé Grok, l'IA générative intégrée à X. Donc, cette jeune pousse, qui est de moins en moins jeune, serait évaluée à 45 milliards de dollars américains. Là, on vient de dépasser la valeur de rachat de Twitter par Elon Musk, donc il peut le dire. Enfin, cet achat était évidemment parce que les données dans Twitter ont servi à entraîner l'IA de M. Musk, n'est-ce pas? Et par la bande, SpaceX aussi, qui est une autre propriété de M. Musk, serait évaluée à 250 milliards de dollars américains maintenant. Parce que clairement, Musk est en train de se placer, positionner ses billes, parce que maintenant qu'il est rendu l'espèce de vice-tsar des États-Unis, du grand royaume des États-Unis, il peut se permettre d'imaginer que ça va valoir encore plus dans 4 ans. J'ai hâte de voir comment ça va évoluer tout ça, mais on n'a pas fini d'entendre parler d'intelligence artificielle, de X et d'Elon Musk, et de SpaceX. Donc, à suivre. Je suis un peu terrifié. As-tu de la nostalgie des BlackBerry, Alain? Ben, pas tant que ça. Parce qu'à chaque fois que je revenais au fameux clavier BlackBerry, je sacrais un peu quand même.
Moi, ce que j'ai comme nostalgie, c'est le système d'exploitation des BlackBerry. Je trouvais que ça roulait Ouais. bien, ça fonctionnait bien, alors que c'était un peu chaotique du côté Android, alors que c'était un peu encore, même au début du iPhone, mais le Absolument. système BlackBerry fonctionnait rondement, ça plantait jamais. C'est Mhm. qu'il est basé sur le système Unix qui est utilisé, et donc le système de BlackBerry qui était QNX est utilisé sur plus de 200 millions Ouais. de véhicules automobiles. Dans les dernières, oui, Donc, parce que QNX, c'est une compagnie qui a été rachetée par BlackBerry à un moment donné. qui a été Ouais. racheté par RIM BlackBerry depuis 2010. Ils ont annoncé que le code était maintenant gratuit pour un usage non commercial. Et ça, c'est amusant parce que les bidouilleurs vont pouvoir utiliser ce code-là pour créer des petits programmes, créer des applications, des choses comme ça, sauf que ça suscite beaucoup ça brasse beaucoup dans le domaine de l'ouverture du code parce qu'ils n'ouvrent pas le code. Ils n'ouvrent pas le code, ils rendent pas le code libre. Mhm. Ce qui te permet, c'est de l'utiliser pour un usage non commercial. Et ça fait 2 fois, ça serait la 3e fois que le code QNX s'ouvre la 2e, avant qu'il soit refermé brutalement. Il ouvre le code, vous pouvez l'utiliser, les développeurs s'y mettent, créent des trucs, et hop, finalement, on le ferme, boum, tu peux plus développer, tu peux plus travailler dessus. Fait que toute la contribution des développeurs, des gens qui souvent travaillent bénévolement ou gratuitement, ou avec pas beaucoup beaucoup d'amour et pas beaucoup de revenus, Mhm. se sont fait taper sur les doigts, puis là, ils font, ben là, vous l'ouvrez encore, vous nous le permettez de l'utiliser encore, allez-vous encore le refermer? Sauf que certains spéculent que ce serait peut-être justement peut-être le départ d'une vraie ouverture du code pour qu'on puisse l'utiliser plus librement. Il y a une version de QNX 8 qui roule sur Raspberry Pi qui a été offert, donc ceux qui bidouillent, ils vont bien aimer ça. Ça devrait peut-être stimuler certains développeurs qui nous écoutent en ce moment. Il y a 8 Écrivez-moi si je dis personnes des dans le monde niaiseries. qui utilisent encore ça. Peut-être, mais c'était tellement une communauté de passionnés. Dès qu'on parle d'Unix, de Linux, c'est sûr que tu Ah reçois oui, des ben là, ça courriels de ouvre des 20 portes, oui. pages de gens qui triplent là-dessus. Puis plus il y a de code, plus il y a de possibilités de travailler librement, de façon ouverte. Je pense que c'est pas une mauvaise chose. On va saluer le geste, en tout cas. Salut. Il faut Ben oui. savoir qu'est-ce que ça va donner, le retour du système QNX qu'on va pouvoir utiliser pour bidouiller. Moi, j'étais plus Team Palm Pilot à l'époque, pour être honnête. Mais c'est une autre conversation. Juste un petit clin d'œil à un texte que j'ai fait, parce que c'est une expérience que j'ai vécue la semaine dernière. CAE, qui fait de la formation de pilote pour l'aviation commerciale et la défense partout dans le monde, n'est-ce pas? Adopte le casque Apple Vision Pro. Ils ont développé une application qui permet de recréer à bord du casque d'Apple un cockpit de Bombardier Global 7500. Ceux qui savent. C'est vraiment fou comment c'est bien fait, comment c'est le fun et comment c'est plaisant de simuler un vol. Tu es un fan de Flight Simulator, Pascal? Ben oui, ça me fait rêver comme application. Ça, c'est la version professionnelle de la patente. Évidemment, c'est assez limité parce que c'est juste une façon de développer les bons réflexes musculaires. Parce qu'on peut pas, on peut opérer les patentes et tout, mais on peut pas s'envoler ou rien. Là. C'est pas une simulation de vol, c'est vraiment juste une simulation du cockpit. Mais j'ai testé sur place, j'ai essayé l'application, c'était le fun, on pouvait toucher avec les boutons, tout ça, allumer les lumières. Puis après ça, il faisait l'expérience dans un vrai simulateur de CE. Et là, c'était comme vraiment être dans un vrai avion avec les vraies sensations physiques et tout. Et waouh, c'était vraiment impressionnant. Moi, j'ai fait un simulateur de métro, le simulateur du métro de Montréal. T'es-tu arrivé en retard? Non, mais c'est assez impressionnant comment, avec des vérins hydrauliques, avec un peu de mouvement, c'est très, très... Ton cerveau, on dirait, là, j'avais vraiment l'impression de conduire le métro, ouais. Même si la qualité des graphiques était pas extraordinairement réaliste, là, c'était un peu jeu vidéo, mais juste le fait de bouger, de voir la gare arriver, de voir oh là là, que j'ai trouvé ça. Fait que dans un avion, même si t'es pas dans un... En même temps, c'est extraordinaire parce que tu peux simuler toutes les conditions, toutes les avaries, toutes les conditions météo que tu désires, tous les aéroports que tu désires, t'entraîner. Quand tu arrives dans la vraie situation, ben là, comme tu le dis, tes muscles sont aiguisés, très, 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 très chouette. Très, très chouette. Et pour finir sur l'intelligence artificielle, on a un problème, Pascal. Il y a une avalanche de faux albums créés grâce à l'intelligence artificielle qui déboule sur Spotify ces jours-ci. C'est un problème parce que les gens tombent sur ces faux albums-là, écoutent la musique, génèrent des royautés au créateur de l'IA et non pas à l'artiste original. Oui. Même si c'est des fractions d'un cent, ça finit au volume par embêter bien des gens. Et ça, certainement que Spotify voudra réagir avant que ça devienne un vrai de vrai grave problème.
C'est étonnamment facile de faire de la musique grâce à l'IA. Les sites comme Ben oui. Suno et une autre dont le nom m'échappe, sur lesquels on dit fais-moi une chanson style Pink Floyd basée sur tel sujet, et pouf, en 3 secondes, on a une tune style Pink Floyd basée sur tel sujet, avec des paroles qui sont pas moins incohérentes que celles de, par exemple, Radiohead, parce qu'on le sait que notre ami, j'oublie son nom, mais le chanteur de Radiohead était reconnu pour ses paroles cryptiques et sombres et lugubres, qui dans le fond étaient juste essentiellement n'importe quoi. C'est pas Tom York? Tom York, merci. Je lance ça comme ça. Des compositeurs qui font de la musique dont les paroles n'ont aucun sens. Ah, c'est profond, c'est cherché, quand dans le fond, c'est juste pour chercher une rime facile. En tout cas, on aura une autre conversation dans éventuellement un podcast musical, mais tout ça pour vous dire que l'IA dans la musique, c'est quelque chose qui est en train de se Oui, produire. puis moi, je me sens coupable parce que j'écoute beaucoup de musique électronique et de musique qui n'a pas de paroles dedans. Mm-hmm. Et donc, quand je te disais que j'écoutais du dub reggae, c'est de la musique un peu ambiante, un peu planante. Ça, c'est le genre de truc, honnêtement, une intelligence artificielle peut reproduire ça. Des blips, des bloops, puis des petits bruits d'oiseaux en arrière. C'est Mm-hmm. Je me sens coupable. Je me demande à quel point c'est des véritables créateurs qui sont derrière les chansons que j'écoute pour me C'est un concentrer. excellent point. Et en attendant, Pascal, que Microsoft lance une Xbox portative, on va profiter de ce long temps d'attente pour parler de nos actualités plus costaudes. Ça, c'est vraiment une nouvelle super express. On vous a annoncé en partant, par contre, avant de parler des actus, que notre partenaire InfoBref a finalement lancé sa fameuse infolettre mensuelle techno, là, InfoBref Pro Techno, qui est rédigée par notre ami Maxime Johnson, donc on lui souhaite un grand succès. Infolette gratuite qui s'adresse aux gens qui mangent de l'actualité technologique et qui ne veulent rien rater pour rendre leur travail et même leur quotidien plus efficace. Vous pouvez aller voir ça, infobref.com/Pro Techno. On l'aime, Maxime Johnson. Il fait du Suivez-le sur Blue Sky. Ben, c'est la place à être en ce moment, il n'y a pas de doute, parce que c'est effectivement une grosse nouvelle. Avant de revenir là-dessus, parce qu'il y a quand même des choses de fun à dire à propos de Blue Sky en ce moment, parle-nous de Wi-Fi 8, que déjà... Oui, ben ça, c'est chose qui surprend. J'ai d'ailleurs reçu récemment une nouvelle carte graphique. Les nouveaux cartes graphiques, carte mère, que dis-je? Nouvelle carte mère d'Asus, la ROG Maximus Z890, qui est compatible avec Wi-Fi 7. Ma carte graphique l'an dernier, la toute nouvelle, était aussi compatible Wi-Fi 7. Et on parle déjà de Wi-Fi 8, même si la plupart des gens n'ont pas encore de routeur Wi-Fi 7 à la maison. On n'est même pas rendu au Wi-Fi 6 dans bien des cas. Là. On n'est pas rendu, dans certains cas, comme tu le dis, au Wi-Fi 6. Donc, on a annoncé certaines spécifications du IEE 802.11bn Ultra High Reliability, qui serait le petit nom du Wi-Fi 8. Pour les intimes. On va étonnamment pas mettre l'accent sur la vitesse. On va mettre l'accent sur la stabilité de la connexion. Et ça, c'est assez amusant, parce que d'habitude, c'est tout le temps 2 fois plus rapide, 3 fois plus performant et tout. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va optimiser avec le Wi-Fi 8 les interactions entre le routeur et les appareils. Donc, on met ça de l'avant, on va réduire l'interférence et la congestion du signal, parce qu'un des problèmes, c'est quand tu as des autos très, très rapides, imagine une autoroute, tu as des autos très, très rapides, tu as des autos qui ont juste besoin de rouler à 2 km/h ou des gens qui marchent. Il faut que tu gères la circulation pour que tout le monde ait la bonne bande passante, puis si le routeur va de façon pas intelligente donner alloue la même bande passante, la même vitesse à tous ces utilisateurs-là, ben, tu n'as pas l'optimisation du signal. On va faire du beamforming coordonné. Et ça, le beamforming, c'est qu'on va carrément dire à l'antenne, tu as un appareil qui a besoin de bande passante très rapide, très puissante, on va pointer l'antenne virtuellement sur cet appareil-là, on va négliger l'appareil à côté et on va pouvoir donner le signal optimal seulement aux appareils qui en ont besoin. Et on va, avec le Wi-Fi 8 aussi, semble-t-il, mieux détecter quels appareils peuvent mieux recevoir ou transmettre les données de la façon optimale. Fait que s'il y a des appareils qui ont pas besoin de beaucoup de données ou qui sont avec un vieux standard, on va leur donner un standard de base. Puis si on a un nouvel appareil qui serait aussi Wi-Fi 8, peut-être les prochains téléphones qu'on va recevoir, boum, on va avoir ce gain de performance et de puissance. Fait que Wi-Fi 8 va plus vite, mais plus performant, plus stable. Comme l'annonce à l'époque, Wi-Fi 888, 8888.
Ça va vite. Ouais. C'était quoi ça? C'était le Journal de Les petites Montréal. annonces du Journal Ça de va Montréal. vite, vite, vite. Vite, Ben vite, oui. vite, 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 vite. Fuck. Je veux dire, ceci, moi j'ai hâte que les routeurs Wi-Fi aient un bouton comme les fours micro-ondes popcorn et que le beamforming pousse vers le sac à maïs soufflé et fasse éclater les grains à même le bol dans ma main. Je Ceux qui rigole. craignent les ondes Ben là. pourraient avoir un badge ou quelque chose qui dit ne dirige pas Qui le éloigne les ondes. beamforming Ça serait bien sur pour les moi. gens qui ont cette fameuse allergie aux ondes hertziennes, Tu en effectivement. portes 2, un sur la tête, un dans le... Enfin. Protéger les bijoux de famille, Alain. Mettez un chapeau Les gens en qui aluminium. craignent. Voilà. Hey, écoute, on va en parler pour vrai cette fois. Blue Sky, on a Oui. fait allusion à ce petit réseau social depuis tantôt. Là. Les gens qui ont peut-être pas vu passer la nouvelle, Blue Sky, il y a eu une ruée massive de gens vers ce réseau social qui a vu le jour il y a quelques années à l'initiative de Jack Dorsey chez Twitter, de quelques-uns de ses employés chez Twitter à l'époque. Et ça a été essaimé par la suite. C'est devenu un réseau social tout à fait autonome et indépendant aujourd'hui. Et l'idée, quand ça a été créé, c'est de créer le réseau social, le Twitter parfait qui aurait dû être s'il n'avait pas eu besoin de faire de l'argent. Je résume extrêmement grossièrement, mais c'est un réseau social décentralisé, open source. Les amateurs de sciences sociales capotent parce qu'ils vont pouvoir gruger les données sans intervention de l'entreprise parce que tout ça est accessible à travers les serveurs de façon open source. Il y a des API, il y a plein d'affaires. Et il va y avoir aussi de la modération décentralisée. Bref, il est supposé avoir une espèce d'effet social, un effet d'une autre ordre de magnitude du côté social à ce réseau-là. Donc, il y a ce côté-là qui est très plaisant. Et depuis quelques jours, c'est extrêmement populaire en réaction à Elon Musk, Donald Trump et tout ça. Et X, je devrais dire aussi, parce qu'il y a bien des gens qui quittent X pour aller vers Blue Sky, à tel point que l'espèce de courbe de bâton de hockey, le hockey stick effect, là, est parti sur Blue Sky. On a eu 13... attends un petit peu, il y a eu on était à 13 millions d'utilisateurs au début de la semaine, on est passé le 15 millions, et là on ajoute 1 million d'utilisateurs par jour. Oui, on approche du 17 millions. J'ai Voilà. le doigt sur le bouton de la page là, qui affiche en temps réel le nombre d'utilisateurs. On approche de 17 millions. Mm-hmm. À la seconde où je vous parle, on est à 16 889 494 Alors ça va vite, utilisateurs. effectivement. Ce que je vois, c'est qu'au même j'imagine- moment où les comptes Blue Sky augmentent, les comptes Twitter diminuent. Donc il y a des gens qui ferment Ouais. vraiment leur compte pour aller d'un vers l'autre. À tel point que là, les gens de Meta sont jaloux. Le grand patron de Threads, Adam Mosseri, a été sur Threads, son fameux réseau social à la Twitter un peu, pour dire non, nous aussi, on ajoute des utilisateurs quotidiennement. Il dit qu'on a ajouté 15 millions d'utilisateurs en novembre, alors que Blue Sky comptait, au moment où il l'a dit, 15 millions d'utilisateurs en tout. Et là, on va parler de quantité versus qualité. Moi, je vais sur Threads et je ne vois aucune traction du vrai monde. Il y a des influenceurs patentes qui reviennent tout le temps, des gens dont on se fout là, éperdument, dont l'opinion a zéro valeur dans l'univers, mais qui sont poussés par l'algorithme de Threads. Évidemment, on évacue toute la question politique dans Threads aussi. On veut rester dans cette espèce de aura Instagram très fluffy, très légère, très superficielle. Donc, c'est pas le même environnement du tout. Mais Threads continue d'exister. On mettait absolument pas ça en doute. Mais bien des gens, je parlais avec des experts cette semaine, ce qu'ils aiment de Blue Sky, c'est que en fait, ce que le public semble, ou une partie du public semble aimer de Blue Sky, c'est cette... on n'est pas sous la main d'un milliardaire un peu incontrôlable là, quand on va dans ce réseau-là, parce que même si ça a été créé sous la main de Jack Dorsey, c'est quand même indépendant maintenant. Et ils sont très transparents. Ils font régulièrement des Twitch, des séances vidéo en direct où ils expliquent leur vision. Donc, on peut savoir d'où ça vient et où ça s'en va de façon assez transparente. Et ça, c'est quand même notable. Et en plus, le grand patron de Threads, M. Mosseri, a dit « En passant, les publicités s'en viennent sur Threads. » Donc, il faut imaginer que les gens qui déjà n'aimaient pas la manipulation de leur fil d'actualité n'aimeront pas non plus comment leurs données seront traitées pour créer de la publicité sur mesure, selon ce qu'ils ont dit à leurs voisins dans la confidence de leur entrée de garage. Ils vont dire « Mon micro m'écoute! » Mais non. C'est juste que votre recherche, votre proximité géographique et plein d'autres choses font qu'on peut savoir ce que vous voulez acheter demain. Et ça fait des belles publicités sur Threads comme ça le fait déjà sur Facebook et sur Instagram. Donc, ouais, on peut imaginer que le mouvement vers Blue Sky pourrait se prolonger. À la question, est-ce que c'est juste une mode? Ben là, ça, évidemment, il n'y a pas de réponse, mais on sent que ça pourrait durer. Il y a bien des gens qui voient déjà des différences assez majeures
de Blue Sky versus, mettons, même Mastodon, qui a eu un petit élan, là, un petit engouement il y a 2 ans, quand Musk a dit « Moi, je vais acheter Twitter ». Et ça avait créé une première petite migration. Mais là, on parle de chiffres assez impressionnants pour Blue Sky qu'on semble vouloir conserver. Donc, à suivre. Et il y aura peut-être aussi une messagerie privée dans Threads qui va s'ajouter, qui ne sera pas le Messenger de tout le groupe Meta, justement pour un peu imiter ce que Blue Sky fait. Et pourtant, ils n'ont rien inventé. Tout était déjà sur Twitter avant que ça devienne une espèce de fausse commune que c'est devenu, X. Bref, à suivre. Mais clairement, Blue Sky dérange dans le merveilleux monde des réseaux sociaux en ce moment. Et c'est probablement une bonne chose, je veux dire ça comme ça. Oui, mais je me permets de poser la question, puis d'ailleurs, je l'ai publié sur Blue Sky en disant, puis c'est un cousin qui m'avait dit ça, il avait dit, coudonc, c'est-tu moi ou Twitter, c'est juste pour les gens qui ont quelque chose à vendre, les vedettes, puis les journalistes. C'est-tu juste ces gens-là que ça intéresse? Parce que pour le vrai monde, Twitter... à l'époque, il fallait suivre les bonnes personnes. Si c'est pas intéressant ton Twitter, c'est que tu suis pas les bonnes personnes. Ouais. Mais là, tu te rends compte que des madames qui publient des photos de chats, ben, ils ont 300 000 likes et 400 000 commentaires. Puis toi, tu publies des nouvelles qui prennent du temps à écrire et tout, puis tu as 2 likes, puis tu as une republication. Il y a quelque chose qui est complètement débile dans ce qui intéresse les gens, ou du moins qui utilise vraiment Twitter. Fait que là, avec Blue Sky, c'est un peu la même chose. En ce moment, c'est très tranquille. En ce moment, tous les journalistes sont là-dessus. En ce moment, tous les influenceurs sont là-dessus. Puis là, se congratulent d'avoir réussi à déplacer un nombre similaire. Et étonnamment, pas toujours. Ceux qui ont acheté des abonnés sur Twitter et compagnie... on peut pas les acheter sur Blue Sky. Pas encore. J'imagine que ça va se faire, c'est sûr. Mais je voyais déjà qu'il y avait des cercles pour s'abonner entre nous. Fait que là, tu il y a des starter packs, une espèce de... On peut créer une liste de gens pour s'abonner rapidement à plusieurs gens sur plusieurs personnes qui ont des intérêts communs. C'est quand même une bonne façon d'embarquer dans le réseau et de se bâtir en partant une liste de lecture spécifique. Si tu as la chance d'être dans une liste d'un kit de départ, si tu as la chance d'être là-dedans puis que 1000 personnes s'abonnent, boum, tu viens de gagner 1000 abonnés. Mais ça dépend parce que si tu veux des abonnés ou si tu veux t'informer ou collaborer à un groupe social, tu n'as peut-être pas la même position là-dessus. Moi, je veux dire ceci. C'est ça. Ce que j'apprécie de Blue Sky en partant, c'est à qui je m'abonne. Donc là, tu as des gens évidents au premier niveau, mais ensuite, les starter packs, pour moi, en tout cas, sont allés. J'en ai utiliser 2 ou 3, pouf, et j'ai un feed, une file d'activité qui est le fun pour aller chercher de l'information qui a une valeur. Donc ça, je trouve ça assez intéressant, effectivement. Oui, mais les starter packs, je trouve que c'est une belle invention. En tout cas, je pense pas qu'il y avait ça sur Twitter, le fait que tu puisses dire, puis chacun peut créer son propre starter pack, fait que si tu as ton starter pack de ta famille, de tes amis, comme d'un intérêt, d'une localisation géographique, très, très, très payant. Yes. Alors voilà. On va profiter pour dire de nous suivre sur Blue Sky. C'est ça. Suivez-nous sur Blue Sky, puis là, on gagne des abonnés, mais on peut perdre des choses. Tu vois comment je fais des liens douteux? Oui, ça marche. Apple va permettre aux utilisateurs de partager l'emplacement d'items perdus avec d'autres personnes, incluant des compagnies aériennes, dont Air Canada. C'est une option qui est assez amusante parce que tu as le réseau Find My, qui est le réseau, je l'ai en français ici, c'est Find My, qui est l'application localisée, est-ce que c'est ça qu'on cherche? L'application localisée, voilà, les données de l'application localisée qu'on va pouvoir transmettre à la compagnie aérienne. Hey, j'ai perdu, j'étais en voyage, j'étais dans l'avion, j'ai perdu mon iPhone, j'ai perdu ma tablette, j'ai perdu mon iPad, mes écouteurs. Je vais pouvoir le transmettre à des gens. J'imagine que ça va être utile aussi pour transmettre ça à la police, aux autorités. J'ai perdu mon auto. T'es chez tes amis, chez des amis. Tu oublies quelque chose chez tes amis, tu transmets l'information, puis ils vont pouvoir chercher pour toi un article que tu aurais pu oublier chez eux, dans un bar, dans un restaurant. Ça pourrait être très, très utile. Il y a 15 compagnies aériennes qui, dès le départ, vont pouvoir recevoir l'information. Il y en a d'autres, évidemment, qui vont joindre. C'est tellement payant comme façon de gérer les choses. Là-dessus, il y a Air Canada, je l'ai mentionné, mais il y a Air New Zealand, Qantas, Singapore Airlines, Austrian Airlines. J'ai vu qu'il était dans... Le grand groupe Lufthansa. Ben oui, dans tout, c'est ça. Et ils étaient dans tous les groupes de vol. Ils étaient pas seulement dans Star Alliance. Star Alliance, oui. Ils étaient dans tous les groupes. Fait que je sais pas comment ils ont fait leur partenariat à la pièce plutôt qu'il il y a Star Alliance, il y a 3 grands groupes comme Star Alliance qui regroupent des lignes aériennes de partout dans le monde. Donc, en partant, ça doit être assez facile de contacter ces 3 groupes-là. Et ça doit demander peu d'efforts des lignes aériennes. Donc, elles sont bien d'accord si elles n'ont pas forcé.
Ben oui, One World, Star Alliance et SkyTeam. Voilà. Voici les 3 grands groupes qui vont pouvoir accepter vos données quand vous avez perdu un item. Pratique. Encore les utilisateurs Android. Ça marche avec les AirTags aussi, non? Ça marche avec les AirTags aussi, tout à fait. Tant que c'est avec Find My. Fait que si tu as tout ce qui est appareil Apple, puis tu as certains écouteurs aussi qui sont compatibles avec ce service-là. Puis je comprends pas comment Apple a réussi à imposer un service de surveillance mondiale comme ça à tous leurs utilisateurs et que ça passe comme du beurre sur la poêle. Écoute, ils insistent sur la confidentialité. La vie privée, la confidentialité, on peut faire ce qu'on veut avec ça, mais bref. Ça reste qu'on peut suivre les objets à la trace partout dans le monde instantanément. Quand tu arrives à bâtir une confiance auprès de ta clientèle, ça marche. Parlant de confiance, on va parler un petit peu de jeux vidéo, mais surtout spécifiquement de jeux mobiles pour enfants. Il y a une chercheuse à l'Université du Québec à Montréal, à l'UQAM, Mme Maude Bonenfant, avec qui je suis allé à l'école secondaire, donc salut Maude, qui est titulaire de la chaire de recherche du Canada en jeux, technologies et sociétés, qui s'inquiète que les jeux mobiles pour enfants présentent des mécanismes pernicieux et deux problèmes. Le fait qu'ils sont gratuits, mais pas vraiment gratuits. Et elle utilise un terme anglophone qu'il va falloir traduire, la gambleification. C'est pas la gamification qu'on a traduit par l'utilisation, c'est au contraire le développement de mécanismes de jeu style casino dans les jeux mobiles pour enfants. Souvent on dit tiens, prends mon téléphone puis joue. Et là ils téléchargent des jeux dans lesquels, entre autres choses, ils doivent trouver des coffres à butin, des objets comme ça qui s'apparentent en fait aux jeux de hasard et d'argent. Et là, on s'en rend pas compte, évidemment, parce que les enfants jouent et nous, on a la tête ailleurs, mais ces mécanismes, évidemment, qui émettent des mécanismes de jeu de gambling, peuvent développer ensuite des mauvaises habitudes chez des jeunes enfants qui vont retrouver cette sensation de plaisir, de gratification en allant dans un casino, en allant à la loterie, donc en brûlant de leur argent dans des endroits où on le sait toujours, c'est la maison qui gagne, n'est-ce pas? Donc, la chercheuse, Mme Bonenfant, s'inquiète de tout ceci, surtout qu'il n'y a aucun encadrement whatsoever par rapport à ça, d'une façon ou d'une autre. Elle dit que ces mécanismes, on parle aussi de roue de fortune, entre autres, qu'on tourne la roue et tu gagnes ce qui apparaît, peut créer des sentiments de quasi-victoire et de FOMO, l'espèce de peur de manquer le gros prix. Oui. Et donc, une dépendance, il faut revenir au jeu, il faut revenir tous les jours pour avoir le nouvel item, pour avoir la nouvelle chance d'aller rouler la roue. Oui. Les coffres à butin, les loot box, c'est un problème généralisé. C'est essentiellement des jeux d'argent parce qu'on ne sait pas à quel point les mécanismes derrière ça sont même crédibles. Peut-être que c'est truqué pour que tu ne remportes jamais le gros lot. Au Royaume-Uni, il y a des pays comme le Royaume-Uni qui ont créé des cadres législatifs pour interdire les loot box comme ça parce que c'est effectivement un jeu d'argent, un jeu de hasard qui, dans un autre environnement, genre ailleurs dans le monde, serait chez nous régi par la régie des jeux et tout ça. Là. C'est pas pour rien que l'Auto-Québec existe. Sauf qu'on pense que le jeu vidéo, c'est inoffensif et on reproduit les mêmes mécanismes et ensuite, eux, ils se reproduisent dans la vraie vie. Et quand on est adulte, c'est pas grave. Mais là, on s'adresse à des enfants en très bas âge et ça développe des mauvaises habitudes et c'est ce que dit la chercheuse de l'UQAM. Donc, il y a ça. Il y a toute la stratégie de monétisation derrière ces applications gratuites et de la publicité qui cible les jeunes enfants, alors que c'est pas toujours permis. Par exemple, à la télé, on n'a pas le droit. Des microtransactions, il y a la collecte de données personnelles. Bref, il y a beaucoup de choses qui qu'on peut remettre en question quand on cible des enfants, notamment les espèces de design, il y a un terme, là, le UX, design persuasif, où on incite de façon implicite et subtile là, les comportements et des actes, des agissements qui ne sont pas nécessairement conscients, mais qui deviennent des mécanismes par la suite. Et ça crée cette espèce de dépendance qu'on voit, tout le monde est un peu dépendant à ces réseaux sociaux. Maintenant, c'est la même chose chez des enfants qui jouent à des jeux mobiles. Et quand on dit que les jeux sont classifiés, donc on devrait savoir si un jeu s'adresse à un enfant ou pas, convient pour un enfant ou pas, la classification, elle arrête à 13 ans. Donc en bas de 13 ans, les jeux sont genre pour la famille. Donc on pense, c'est inoffensif, mais c'est parce qu'il n'y a pas de classification. Donc, on a vraiment un problème à ce niveau-là et il faudrait en discuter. Évidemment, ce que Mme Bonenfant suggère, c'est qu'on encadre ça légalement. Ça serait le fun qu'on ait des élus qui savent c'est quoi l'univers numérique puis qu'ils agissent en conséquence. Parce qu'on a cette conversation-là dans toutes les applications du numérique qui voient le jour. Puis à chaque fois, c'est comme, c'est pas paver des routes. Les élus, apparemment, ils font fuck all. Ça devient un peu rageant au fil du temps. Mais c'est vraiment une conversation à avoir avec le gouvernement et c'est quelque chose qui mérite, bref, d'être surligné. Si vous êtes un parent d'un jeune enfant, soyez plus
je ne vais pas dire strict, mais au moins prenez le temps de regarder ce à quoi jouent vos enfants sur votre téléphone, sur votre tablette ou Oui. ailleurs. Oui, je pense que le contrôle parental, les parents ont peur de faire ça. Ils veulent, ah, mais là, pendant ce temps-là, il dérange pas. Pendant ce temps-là, il pleure pas. Ouais, Pendant ce puis je temps-là, il comprends parle que pas. c'est Mais cool d'être le parent cool qui laisse jouer ses c'est ça. enfants, Mais mais si tu sais, on n'est si pas vous laissez ferme pas. là-dessus, on Ouais. voit la dérape. Je vois, encore une fois, je me fie au fils de ma blonde qui a 11 ans, puis qui des fois devient... On parlait... j'ai demandé à ChatGPT qu'est-ce qu'il proposait pour gamblification. Il a Vas-y. proposé hasardification, qui est OK, pas jeu mal, de je trouve. hasard. Ben, j'avoue que ça fit. Hasardification. Ouais. Et là, ce qui arrive, c'est qu'il peut pas quitter le jeu. Parce que là, il faut qu'il aille son butin. Là, il est à 2 pas. Là. Puis là, il clique encore. Puis là, il faut qu'il clique encore. Puis là, il va peut-être avoir le butin. Puis là, il peut pas partir. Là, parce que là, il aura pas son butin. Puis Je là, pense ça se que. termine dans 2 minutes. Là, fait qu'il peut pas Ouais. quitter. Là, puis là, il est complètement agressif. Et c'est vraiment désagréable. Et puis, on se rend pas compte que c'est ça. Ça augmente l'utilisation du jeu, donc ça rentabilise le jeu davantage, mais c'est au détriment du cerveau de nos plus jeunes, Voilà. malheureusement. Sur cette note d'enjeu social profond auquel on n'a pas encore de réponse, mais qu'il faudrait certainement réfléchir à, on va prendre une pause, Pascal. Parce que c'est la fin de l'actualité de la semaine, qui était déjà très chargée. Si vous êtes comme moi, vous êtes un petit peu essoufflé. D'ailleurs, il y en avait beaucoup. On va prendre une courte pause. Parce que j'ai cherché mon gadget de la semaine et on vous revient à une tasse de tech tout de suite avec nos essais. Bougez pas. De retour à Une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Bienvenue à une tasse de tech. Pascal, on va parler de nos appareils de la semaine. Et tu as un truc pour les jeunes parents là, qui s'inquiètent quand ils sont pas là. Oui, c'est quelque chose que je voulais essayer par curiosité parce que c'est quelque chose qui angoisse les parents de pas surveiller leur enfant en permanence. Quand on était petit, on nous laissait jouer avec des sacs en plastique, puis il n'y avait pas de problème. On nous attachait pas dans le siège arrière des voitures. On retrouvait des Legos fumait. dans des places où on retrouve pas de place. C'est ça, on mettait des Legos dans des orifices avec allégresse et abandon et on s'en est sorti quand même. Les enfants d'aujourd'hui, on veut les surveiller davantage. Je suis tombé sur la caméra de surveillance pour enfants Nanite. Qui promettrait d'économiser 36 nuits de sommeil pour les parents. Oh, ils ont quantifié ça, eux. Wow. Ils ont quantifié parce que tout est c'est un peu comme un Fitbit pour les enfants. La caméra te permet de prendre des mesures de ton enfant simplement avec l'analyse de l'image avec l'intelligence artificielle. Bien sûr. Pour te dire, la caméra surveille l'enfant, tu lui fais porter un petit vêtement avec un motif dessus. Et là, il y a beaucoup d'instructions de sécurité pour pas que tu étouffes ton enfant avec. Il faut le mettre sous les bras de l'enfant. Tu as des vêtements adaptés à différentes tailles, de 0 à 3 mois, de 3 mois à 1 an. Tu as des petits pyjamas qui ont ce motif-là. Et ce que ça permet de faire, grâce à l'intelligence artificielle, de détecter le mouvement respiratoire de ton enfant. Ah oui. Fait que ça, c'est pas mal du tout. Et si jamais l'enfant s'arrête de respirer, tu as une alarme stridente qui se déclenche. Et tu as même un mode dans ton téléphone. Là, la caméra va se mettre à sonner elle-même. Le téléphone va se mettre à sonner très fort aussi. Donc, peut-être juste que le bruit de la caméra va réveiller, va stimuler la respiration de l'enfant. Juste ça va peut-être lui sauver la vie. Et grâce à l'intelligence artificielle, tu peux aussi utiliser des draps qui vont mesurer la taille de ton enfant. Donc, grâce à l'intelligence artificielle, ça va permettre de mesurer que ton enfant a grandi au fil des jours, au fil des mois. Et je trouve ça très particulier. Tu as un support. Évidemment, le but, c'est de mettre la caméra au-dessus du lit de l'enfant, donc à la verticale. Tu as tout un kit de trépied qui est possible. Moi, j'ai le kit de voyage qui permet de mettre sur un petit trépied près près de l'enfant avec son petit vêtement, avec le motif dessus, le fil de recharge et tout. Écoute, ça enregistre la température de la pièce. Ça, il paraît que pour les parents, c'est très, très rassurant parce que des fois, les enfants, quand c'est trop chaud, ils sont pas bien, ça rend leur nez sec. Donc, tu peux vérifier que la température de la pièce est correcte. L'humidité aussi, si c'est trop sec, la caméra va te l'indiquer. Tu peux voir l'enfant en direct, tu peux lui parler en direct et la caméra peut aussi diffuser des bruits apaisants. Tu as des bruits d'eau, tu as des bruits blancs. Puis t'as aussi un bruit d'oiseau. Fait que t'as comme des petits gazouillis qui sont diffusés par la caméra. Fait que l'enfant regarde la caméra et tu peux prendre des photos. Puis la caméra va aussi enregistrer des photos ou des vidéos et tu peux les partager évidemment sur les réseaux sociaux, à ta famille, à tes amis et ainsi de suite. L'affaire qui est flyée,
c'est que ça coûte cher. Ce n'est pas donné, ce bel appareil-là. Je le trouve super élégant, super bien fait. C'est une caméra de surveillance standard 1080. Il n'y a pas là-dessus de 4K ou des choses comme ça. Sauf que l'ensemble de voyage avec le petit vêtement pour les bébés coûte 500$ au départ. Ouf, Tu quand t'en même. sors pas en bas de 330$ pour juste la caméra. Donc, Ah oui. c'est vraiment ça. Plus, tu as besoin d'un abonnement. Si tu veux garder l'enregistrement, si tu veux avoir les analyses et tout, partager avec ta famille de façon sécuritaire dans leur application, tu as l'abonnement qui coûte entre 80 et 400$ par année. T'as Arc, l'abonnement mon Dieu. premium qui permet de partager avec une grosse famille de 50 personnes, d'enregistrer des moments, de faire... écoute, à tous les mois, tu indiques la naissance du bébé. Puis là, il va dire, Pascal a maintenant 1 mois, puis là, il va te mettre une petite photo. Pascal a 2 mois, il va te mettre une photo. Puis là, ça peut te donner des statistiques sur sa croissance et tout. Et en plus, il faut acheter évidemment les draps qui permettent de mesurer la taille de l'enfant. Et il faut prévoir que le petit vêtement, va falloir le changer. Tu as celui pour les bébés, les petits. Ouais, parce qu'ils vont sûrement finir par régurgiter dessus ou quelque chose. Exactement, il va falloir que tu le changes. Et ça, si tu achètes le petit pyjama, ben évidemment, c'est un coût de pyjama, le coût du petit drap, le coût du... Ça commence à faire cher pour surveiller tes enfants. La compagnie Nanit, si on veut quelque chose pour tâter le terrain de façon moins coûteuse, ça diffuse, c'est le Sound plus Light. C'est une petite lumière d'ambiance qui permet de diffuser 11 sons apaisants, pas juste 4, mais 11. On peut parler à l'enfant, encore une fois, par l'entremise de la lampe. On a la lumière, on peut contrôler sa couleur. Donc, on peut mettre diminuer l'intensité de la lumière à distance. C'est contrôlé par l'appareil. On a des boutons à l'arrière, donc c'est vite, on veut l'allumer, on veut l'utiliser. C'est aussi un petit réveil, donc ça affiche l'heure. Savoir à quelle heure le bébé est là, c'est comme un petit réveil. Moi, c'est quelque chose qui va peut-être rendre la caméra plus, pas la caméra, mais le Sound plus Light, le rendre utile même quand l'enfant va grandir, quand il va être un peu plus vieux, il va pouvoir s'en servir comme réveil, beau souvenir Ben, la d'enfance. lumière puis le réveil, ben oui. Exactement. Il y a le Sound plus Light coûte 150$ canadiens. Oh, c'est quand On même va cher. installer l'application si on veut. Fait que c'est pas un peu plus cher, mais tu as là-dedans la possibilité de diffuser des sons pour les enfants. Ça va détecter les pleurs aussi. Ça, c'est une autre fonction. Ça peut servir. Tu mets ça sur le bord, tu n'as pas besoin nécessairement de caméra. Si l'enfant se met à pleurer, ça va te le signaler dans ton appareil. Tu peux être plus tranquille. Puis les deux appareils se parlent, la caméra Nanit et le Sound plus Light. Tu peux contrôler la lumière et la caméra à partir de l'application Nanit directement. Fait que, je suis un peu déchiré. Je trouve ça super beau comme produit, mais il me semble que c'est presque... coûte plus de 500$ en partant. Ben oui, à ce prix-là, vous pouvez rendre... pratiquement engager une grand-mère puis lui demander de rester dans le coin quand vous n'êtes pas là. Je pense que les gardiens, les gardiennes, je pense que les adolescents font plus ça. Hein. Avant, il me semble que quand tu étais adolescent, on est vieux, Alain. Ça devrait faire partie des premiers emplois des plus jeunes, effectivement, gardiens de quartier. Même moi, on me proposait de garder des enfants, là, c'est pour dire comment les gens étaient malheureux. Ma sœur a fait beaucoup de sous avec ça, mais c'était payé vraiment pas cher, c'était quelques dollars de l'heure. Maintenant, je pense que c'est... Oui, parce que ça prend une certification, une formation, il y a plein d'affaires. C'est ça, c'est beaucoup plus... On confie plus nos enfants à n'importe qui, puis on leur permet plus de jouer avec des sacs en plastique dans le sous-sol. Là. Non, puis il faut aller les porter à l'école en voiture, même si on reste à 300 mètres, ce que je vois régulièrement dans mon coin, et je comprends pas, parce que ça cause le problème qu'on essaie d'éviter. Bref. On est vieux, on est grincheux, mais tu as une belle tablette, Alain. Ben écoute, je vais vous parler d'un véhicule, ben oui, parce qu'on parle de chat. Je vais parler d'une tablette Android qui n'est pas nouvelle. Elle a été lancée il y a quand même déjà quelques mois, mais je vous en parle maintenant parce que comme le vendredi fou approche, il y a certains fabricants qui en profitent pour faire des rabais. Et OnePlus, qui fabrique cette tablette, qui est le OnePlus Pad 2, liquide sa tablette, au lieu d'être 750$, elle est 630$ en ce moment, donc quand même un prix pas très cher. Déjà en partant, c'était pas très cher, mais là 629, c'est encore plus le fun. Et en plus, si vous l'achetez maintenant, il vous donne une paire d'écouteurs OnePlus, évidemment de la même marque, les Buds Pro 3 ou les Buds 3 Pro, qui sont sérieusement parmi les meilleurs petits écouteurs à boutons que vous pouvez acheter cet automne, sont vraiment écœurants. À eux seuls, ils valent 200$ minimum. Et là, on vous les donne gratuits avec la tablette. Donc, en partant, c'est comme si vous achetez une tablette 400$ et des écouteurs de qualité à 200$. Déjà, juste ça vaut la peine. On a aussi réduit le prix des accessoires. Il y a l'espèce d'étui clavier, le Smart Pad qu'ils appellent, qui est magnétisé, qui vient en 2 morceaux et qui se jumelle à la tablette par Bluetooth. Donc, pas besoin d'être
collé ou attaché à la tablette pour fonctionner comme clavier externe sur la tablette. Vous pouvez mettre la tablette à un endroit puis le clavier plus loin. Et ça fonctionne. Il y a un pavé de souris aussi là-dessus. Et le stylet, OnePlus appelle son stylo 2, parce que c'est la deuxième génération. Donc, ces accessoires-là aussi sont en spécial. Donc, pour moins de 1000$ ou environ 1000$, vous pouvez avoir une tablette Android avec un écran de 12 pouces, un clavier et un stylo comme accessoire. Et vous avez vraiment le paquet, le bundle, l'ensemble portatif Android idéal pour la productivité. Et évidemment, le divertissement par la suite. Et je dis productivité parce que c'est comme ça qu'on présente la tablette, la Pad 2 chez OnePlus. C'est la deuxième génération de cet appareil-là. Il y a des petits éléments qui ont été améliorés par rapport au Pad 1. Ce qui n'est pas super pertinent, mais qui est quand même le fun. On a un appareil qui fait 12 pouces avec une très bonne résolution. On parle d'un écran 3K, c'est-à-dire qu'on a une résolution de 303, je pense, pixels par pouce, qui est très, très bien. Une luminosité maximale de 900 nits, qui est suffisante là, pour travailler à l'extérieur. On a 256 gigaoctets de stockage interne de base. Ça vient avec le système Oxygen OS, qui est une version repackagée d'Android 14 et qui sera certainement qui pourra être mise à jour à la version 15 dès que ce sera possible dans les prochaines semaines. C'est un appareil qui est prêt pour le futur. On a du Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 qui a des codecs de musique sans perte à se perdre dehors. Caméra, en fait, son principal défaut, c'est sa caméra arrière qui fait quand même 13 mégapixels, mais qui est un peu flou, qui n'est pas super. Mais on s'en sert pas pour faire la photographie, c'est pratique pour faire peut-être des appels vidéo, des choses comme ça. Il y a une caméra frontale aussi pour justement des appels vidéo one-on-one. Et c'est animé par un processeur qui est le Snapdragon 8 génération 3, qui est peut-être le processeur le plus, en tout cas du moment. Je sais pas qu'on vient de présenter la gamme Elite, là, mais on va les voir l'année prochaine seulement. Mais c'est un bon processeur. Tout ça mis ensemble, c'est une fiche technique qui donne l'impression que cette tablette-là peut durer plusieurs années. Donc, le matériel est extrêmement séduisant. Évidemment, ça vient avec Android, avec ses qualités et ses défauts. Et un des défauts d'Android, c'est qu'on n'a pas encore réussi à trouver cette masse critique d'applications qui s'affiche, mais comme vraiment super bien sur tablette. Un jour, et ça arrivera peut-être pas, mais ce qui serait le fun, c'est qu'on décline une version d'Android spécifiquement conçue, avec une boutique spécifiquement conçue pour des grands écrans, pour des tablettes. Avec là, on aurait des interfaces différentes. Là, on ne rentrera pas dans la technique, mais je sais que les développeurs, au fil des ans, sacraient contre Android parce qu'il y avait tellement de différentes tailles d'écran, il fallait prévoir des formats pour chaque, et ça venait rapidement un casse-tête. On n'a pas encore entièrement résolu ça du côté d'Android. Chez Apple, ce qu'on a dit avec l'iPad, c'est on va créer 2 environnements, téléphone, tablette, ça règle un peu la question. On contrôle mieux, évidemment, les spécificités des produits techniques chez Apple parce qu'on fait les tablettes nous-mêmes. Donc ça règle la question pour eux. Mais du côté d'Android, c'est un peu plus éclaté, ce qui fait que c'est un peu plus compliqué. Mais le défaut de ça, c'est qu'on a un peu moins au niveau graphique, là, d'applications qui sont vraiment extrêmement bien conçues. OnePlus contourne un peu ça en offrant évidemment la possibilité de scinder son écran pour avoir 2 ou 3 applications côte à côte à l'écran pour du multitâche, des choses comme ça. Ça, je vais vous dire ceci, c'est bien, mais je vois pas encore le cas où je l'utilise sans me casser la tête, sans faire comme « Ah, c'est un effort de plus ». Donc, je vois pas... C'est pas toujours fonctionnel. On peut sauvegarder des formes, des écrans combinés comme ça pour les faire apparaître en un seul clic. Mais là-dessus, si vous cherchez du multitâche avec plusieurs fenêtres, allez chercher une tablette Windows. C'est aussi simple que ça, parce que ça, c'est vraiment un système de bureau sur écran mobile, et c'est tactile aussi, et ça marche très bien. Et si vous cherchez un appareil de divertissement strictement, iPad a quand même des bonnes options. Donc, tablettes Android comme le Pad 2 font bien, mais sont un peu en 2 chaises, et c'est peut-être le principal défaut de cet appareil-là, c'est que... on cherche le différenciateur qui fait qu'il n'y a pas ça ailleurs, et c'est un peu dur à trouver. Donc, c'est peut-être juste une question de goût, mais ce que je vous dirais, c'est que si vous voulez quelque chose de mobile, de portable, qui n'est pas un ordinateur, premièrement, elle n'est pas chère, donc par rapport à une tablette Windows, c'est vraiment un bon deal, et elle a aussi cette capacité d'être très mobile quand on peut détacher le clavier et l'utiliser quand même. Il n'y a pas beaucoup d'appareils qui font ça. Je pense que la nouvelle Surface Pro le fait, mais elle coûte vraiment plus cher. Donc, il y a quand même certains éléments comme ça qui la distinguent et qui la rendent intéressante, et surtout maintenant, vu son prix et ce qui vient avec pour pas cher, si vous cherchez du neuf et vous êtes un fan d'Android, il n'y a pas de question, c'est la tablette à acheter. Évidemment, vous pourrez lire des livres là-dessus, regarder de la vidéo là-dessus, des jeux quand même un peu.
Rien de très 3A ou quoi que ce soit, là, mais il y a moyen de se divertir aussi. La suite Office est assez bien faite du côté de Microsoft. Les outils de travail de base, de productivité de base, font plutôt bien. Et si vous êtes très cloud, la suite Google aussi est pas si mal. Moi, je suis pas un fan. J'ai jamais réussi à adopter les outils de Google, mais Word et tout ça sur mobile, je suis capable de travailler avec. Bref, c'est une bonne solution. C'est pas une solution exceptionnelle, mais c'est surtout qu'elle est pas très chère en ce moment. Et comme on voit la fiche technique, elle va être durable, j'ai l'impression aussi. OnePlus Pad 2. Voilà. Le Pad Moi aussi, 2 de j'ai OnePlus. vu en solde, ça devient tentant. Ben, c'est surtout ça, parce que c'est rare qu'on liquide, quoique Google le fait aussi pas mal, mais avec le Black Friday qui s'en vient, c'est sûr que la période, les 3 prochaines semaines, là, vont être pas mal excitantes côté bon prix. Parce que je regardais, c'est une année où il risque d'avoir beaucoup de liquidations. Bien des fabricants ne vendent pas au niveau où ils auraient voulu cette année. Et je pense qu'on va en profiter pour liquider massivement dans les prochaines semaines. Et ça, c'est un bel exemple, définitivement. On va remercier nos partenaires, TELUS et Plan Hub. Merci d'être avec nous pour nous permettre de supporter ce podcast Une tasse de tech. C23, le groupe Cogeco qui diffuse et distribue le podcast partout où vous pouvez l'écouter, où vous voulez l'écouter. Claude Hébert et Jean-Christophe Ouellette, merci à la mise en onde. Alain Mécano, on peut te lire entre autres dans la presse. Excellent journal. Très excellent journal. On peut te lire sur Blue Sky. Ben, écoute, on est rendus tous là, n'est-ce pas? Donc oui, venez nous lire, venez nous joindre à la conversation, parce qu'il y a des conversations. On revit le bon vieux temps des réseaux sociaux de première génération. Donc oui, on est là. Pascal aussi, t'es là. Hein? Je t'ai vu. On s'en a même échangé. Sur Blue Sky ici, d'ailleurs, je devrais en parler à nouveau ce soir. Bien hâte de voir ce que ça va faire sur mon taux d'abonnement. Et pour te dire à quel point ça va vite, le nombre d'abonnés sur Blue Sky maintenant approche toujours du 17 millions. J'ai l'impression que c'est sûr, ça va l'atteindre aujourd'hui. On est maintenant à 16 920 131 abonnés. Alors, ça monte littéralement là, de 1000 à chaque minute ou presque. C'est assez fascinant. Fait qu'on peut me lire aussi sur pascalforget.com et sur Blue Sky. Alors, allez voir ça. Sinon, abonnez-vous à la balado, n'est-ce pas? Si vous ne l'êtes pas déjà abonné, c'est comme ça que vous pouvez nous entendre à chaque semaine, incluant cette semaine, qu'on vient de clore de belle façon, et aussi la semaine prochaine, parce qu'on espère que vous serez au rendez-vous, pour une autre tasse de tech. Entre-temps, prenez soin de vous. Bye tout le monde!